Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour aux personnes qui nous suivent à distance. Je suis Christian Tétu, je suis directeur de l'unité infrastructure et cloud. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de sécurité et de stratégie de données. Euh, donc l'idée des présentations, en fait, c'est surtout de vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir valider ou construire votre stratégie de sécurité et stratégie autour de la donnée. Des solutions, il en existe plein euh, pour la sécurité et pour les données, mais c'est essayer de vous aider à choisir la bonne solution pour votre entreprise, pour votre environnement. Donc c'est ça qu'on a essayé de construire comme présentation. Ça, c'est juste un petit rappel que Data Trends c'est organisé par le groupe T2I depuis 2018. On a différents produits, gestion documentaire, portail RH, un logiciel pour la gestion pour les communes. Et puis nous, on fait partie de l'infrastructure infrastructure et cloud qui a pour rôle de supporter ces différents métiers et puis de proposer des services de conseil et des solutions autour du monde IT. Donc, vous avez le détail, enfin, vous avez des petits stands pour ceux qui sont sur site, si vous voulez des informations. Et puis, sinon, pour ceux qui sont à distance, il y a tout sur le site Data Trends ou groupe T2I. Je vais maintenant laisser la parole à Pascal Germeni, c'est directeur des services infrastructure chez T2I et ingénieur système, pour parler stockage et traitement de la donnée. Alors, merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être là. Donc effectivement, comme Christian l'a mentionné, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le cycle de vie des données. Comment est-ce que ces données sont stockées, comment elles sont traitées. Donc un bref agenda, c'est voilà, qu'est-ce que c'est les données, qu'est-ce qu'on entend par données, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de données, mais au final, de quoi s'agit-il vraiment? On va rentrer après dans le vif du sujet, cycle des données, les différentes phases du cycle de vie des données, quels sont les risques que vos données peuvent avoir dans les différentes phases, comment on peut solutionner ces risques, comment on peut éviter ces risques. Ensuite, une petite conclusion, puis bien entendu, un peu de place aux questions-réponses. Donc déjà, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'on considère une donnée? On verra, petite phase de définition. Qu'est-ce qu'on entend par cycle de vie des données? Alors, c'est vrai que c'est un terme, voilà, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire un cycle de vie des données? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique pour vous, utilisateurs? Qu'est-ce que ça implique pour vous, responsables des données, responsables informatiques d'une société? Qu'est-ce que ça implique pour la société en général? Comment est-ce que les données sont gérées? Où elles sont gérées? On va aussi discuter comment elles sont transférées et où. On va aussi discuter de stockage à court terme, moyen terme, long terme. Quels sont les différents défis de ces stockages de données? Et puis, bien entendu, quels sont les risques que vos données peuvent courir? De quoi allons-nous pas parler, par contre? On ne va pas parler de produits spécifiques, on ne va pas parler de solutions spécifiques, donc je vais probablement mentionner aucune marque, aucun produit. On ne va pas parler d'infrastructure de stockage, on ne va pas parler forcément de technique ou de produits, ni de solutions monolithiques. C'est vraiment une discussion ouverte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de solutions différentes pour différents types de données, différents types de clients, au final. L'objectif de cette présentation, c'est déjà de recentrer le débat sur les données en elles-mêmes. On verra pourquoi. C'est aussi une prise de conscience du cycle de vie des données. Comment est-ce que les données transitent dans votre entreprise? Comment est-ce qu'elles sont traitées? Il faut en prendre conscience pour après prendre les bonnes décisions par rapport au traitement que vous souhaitez faire sur vos données. Ensuite, point super important, réfléchir aux risques que courent vos données. C'est un sujet à la mode, on le voit, il y a des données qui fuitent, il y a des données qui sont modifiées, qui sont hackées, donc c'est aussi important de savoir quels sont les risques et d'en prendre conscience. À qui s'adresse cette présentation? Alors, fondamentalement à tout le monde, quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre rôle dans l'entreprise, quel que soit le domaine d'activité de l'entreprise, quelle que soit la capacité financière de l'entreprise, cette présentation s'adresse vraiment à tout le monde.
Et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui peut aussi être appliqué dans le domaine privé, parce que vous aussi, dans le domaine privé, vous générez des données, vous traitez des données, vous les stockez, vous les transférez. Donc au final, ça s'applique vraiment à tout le monde. C'est important aussi de savoir, c'est que chaque étape du cycle de vie des données, il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a plusieurs manières de les stocker, plus ou moins chères, plus ou moins sophistiquées. Et chaque cas, donc, est vraiment spécifique. C'est pour ça que voilà, chaque cas doit être analysé de manière individuelle. Chaque entreprise, pour chaque client, on se doit d'analyser de manière individuelle et personnalisée le cycle de vie de vos données pour après donner des recommandations. Et au final, il n'existe pas vraiment de solution universelle. On ne peut pas dire, voilà, utilisons cette solution, elle sera adaptée pour tout le monde. Ça n'existe malheureusement pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on souhaite s'intéresser au cycle de vie des données? Alors, déjà, savoir où se trouvent les données à chaque instant, c'est important de le savoir. L'idée, c'est aussi de mettre en place des règles de gestion de vos données. Si vous ne savez pas où elles sont, si vous ne savez pas à quoi elles servent, vous ne pouvez pas placer des règles de gestion de vos données. Donc, c'est cette prise de conscience-là que j'essaie de faire passer comme message aujourd'hui. Et savoir gérer le cycle de vie de vos données, ça vous permet aussi d'amener des avantages pour votre entreprise, ou aussi à titre privé. On peut améliorer des processus internes grâce à la connaissance du cycle de vie des données. Pourquoi? Les données qui sont accessibles, elles sont épurées, elles sont prêtes à être utilisées. Si vous avez toujours un même pattern, une même manière d'accéder à vos données, ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez automatiser beaucoup plus les processus et ils seront aussi, bien entendu, facilités. Pour des raisons de compliance aussi, vous avez l'assurance que vos données sont là où vous pensez qu'elles sont. Vous avez l'assurance que vos données sont sauvegardées avec les rétentions, avec les politiques que vous avez définies. Et ceci peut être important dans le cas de régulations différentes ou dans le cadre de la loi. Typiquement, on demande aux entreprises de conserver des factures ou des documents comptables pendant X années. Alors, que se passe-t-il si tout à coup vous avez un accident et que vos données disparaissent? Il est important de savoir comment elles sont sauvegardées, où elles sont sauvegardées, pendant combien de temps, pour pouvoir vous dire ensuite, c'est bon, je suis en règle par rapport à la loi, mes factures, je les ai plus sur mon stockage primaire, elles sont dans mes sauvegardes, je peux les récupérer. Donc c'est important de le savoir. Autre avantage pour votre entreprise, c'est tout ce qui concerne la gouvernance. Les processus étant répétables, la gouvernance IT, la gouvernance de votre entreprise, la gouvernance de vos données, en est d'autant facilité. Et dernier point, qui est certainement très avantageux pour l'entreprise, la protection contre la perte des données. Si vous savez où se trouvent les données, vous savez comment les protéger, vous savez quelles règles de rétention doivent être appliquées, ce sera d'autant plus simple pour vos sauvegardes. On a parlé beaucoup de données. J'ai dû répéter, je pense, 200 fois le mot données jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on entend par données au final? Au final, une donnée, ça peut être un email, un post sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, une vidéo YouTube, document bureautique, tous les documents, même la présentation que vous voyez ici. Au final, c'est une donnée, c'est une présentation. Une transaction bancaire, ça génère des données. Un message WhatsApp, un SMS, c'est aussi une donnée. Le ticket de caisse de supermarché que vous obtenez à la fin, cette information est comme stockée quelque part dans un centre de données du supermarché. Facture d'assurance, une coordonnée GPS. Tous nos téléphones maintenant nous suivent un peu à la trace, ils enregistrent où on se trouve. Donc ça génère un point de données stocké quelque part dans le cloud. Du code source. Vous êtes une société de développement, vous avez du code source, c'est considéré comme une donnée. Les résultats d'un séquenceur de gènes. Enfin voilà, la donnée, elle est vraiment partout. Alors non seulement elles sont partout, mais en plus, on en crée de plus en plus de ces données. Quelques chiffres pour vous rendre compte de l'énorme quantité de données qu'on traite et qu'on gère chaque jour ou chaque année. En 2021, il est prévu que 79 zettabytes de données soient créés, consommés ou stockés. Donc 79 zettabytes, c'est 79 milliards de terabytes. Ça fait beaucoup. Et bien entendu, cette tendance, elle va en augmentant, comme le montre le graphique que vous avez sur la droite. Une étude IBM a montré ou a estimé que chaque personne sur la Terre génère 1,4 MB de données par seconde. Alors, forcément, vous ne les générez pas vous directement. Il y a peut-être des données qui sont générées pour vous. Votre assureur est en train de générer en ce moment une facture pour vous. Ça fait une donnée qui compte dans ces 1,4 MB.
Vous prenez une photo, vous la postez sur Instagram, pareil, vous générez une donnée. Donc, vous faites 1,4 MB par seconde, sur le nombre de secondes sur la journée, le mois, l'année. Vous vous rendez compte que vous générez beaucoup de données, et toutes ces données, elles arrivent elles sont comptabilisées dans ces 79 zettabytes au final. Qu'est-ce qu'on fait encore? Chaque jour, 300 milliards de mails sont envoyés. Alors on est bien d'accord, sur ces 300 milliards, il y en a une bonne partie qui sont du spam. Mais ça reste quand même des données qui sont générées, qui sont traitées. Donc on ne peut pas les ignorer. 350 millions de photos sont chargées sur Facebook. De nouveau, c'est la population, vous, moi, tout le monde, on poste sur Facebook, on génère de des données, on génère du trafic. Chaque minute, 6 millions de recherches sur Google sont faites. C'est énorme. Parce qu'en plus, ces 6 millions de recherches, elles sont aussi stockées, le résultat est stocké, la recherche en elle-même est stockée, tout ça pour être analysé dans un deuxième temps. Donc ça compte aussi. 300 000 dollars sont dépensés sur Amazon toutes les minutes. De nouveau, ça montre la quantité de transactions qui sont faites sur Amazon ou sur le commerce en ligne et qui génèrent de nouveau des données. 65 000 photos sont partagées sur Instagram toutes les minutes, un demi-million de tweets chaque minute. Donc on voit que les données, elles sont partout, elles sont générées. Même à notre insu, des données sont générées, sont stockées, sont traitées. Par contre, important, pas toutes les données sont traitées. Il y a un certain nombre de données, même je dirais presque la majorité, des données qui sont juste enregistrées, stockées, et qui ne sont pas traitées parce qu'on ne sait pas encore les traiter, parce qu'on ne veut pas les traiter, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais elles sont là. Potentiellement, dans une année, dans 2 ans, toutes les données qui ont été collectées, elles seront traitées parce que la technologie le permettra. Bien entendu, les données, ça a une très grande valeur pour toute entreprise. Une entreprise ne tourne pas si elle ne traite pas ses données, si elle ne peut pas stocker ses données. On a déjà vu plusieurs entreprises faire faillite suite à du ransomware, des attaques cryptolocaires. C'est arrivé. Ça a mis en faillite une entreprise juste parce qu'elles n'avaient plus accès à leurs données. Donc on voit que la donnée, c'est vraiment un bien précieux. Ça limite le bien le plus précieux d'une entreprise, mis à part peut-être les éventuelles propriétés intellectuelles, qui à un moment donné sont enregistrées quelque part hors de l'entreprise. Mais n'empêche que les données, que vous soyez entreprise de développement, que vous soyez entreprise de production, une industrie, vous générez des données, elles sont importantes pour vous. On va continuer un petit peu avec les définitions. Cycle de vie des données. Il y a plusieurs manières de représenter le cycle de vie des données. Celle-ci, c'en est une. Il y a des versions avec plus d'étapes, avec moins d'étapes. Ça, c'est une version, on va dire, un peu intermédiaire. Comment est-ce qu'une donnée commence? Elle commence par sa création. Vous prenez une photo, voilà, vous avez créé une donnée. Vous allez au supermarché, vous passez à la caisse, voilà, une donnée a été créée. Cette donnée, après, elle est stockée quelque part, dans ce qu'on appellera un stockage primaire, en attente d'un éventuel traitement, ou peut-être, comme j'ai dit précédemment, stockée dans un coin pour un traitement ultérieur, dans une année, 2 ans, 3 ans, une décennie, ça dépend. En général, les données qui sont stockées, on va les traiter, on va en faire quelque chose. Si c'est une donnée peut-être dans une base de données, on va en sortir les statistiques. Si c'est une photo, elle sera peut-être affichée sur un site web. Elles seront justement, une fois que la donnée est traitée, elle sera partagée. On verra comment. Une fois la durée de vie de la donnée terminée, enfin expirée, la donnée peut être archivée sur du stockage à long terme. Alors, aussi, on verra quelles solutions existent et de quoi on parle. Et finalement, alors ça arrive de plus en plus rarement, on arrive à la destruction des données parce qu'on n'en a plus besoin. Alors on est bien d'accord que, vu le coût actuel du stockage, vu la quantité de données, on efface de moins en moins les données, on se dit, on la garde au cas où, ça pourrait être utile un jour. Mais normalement, le cycle de vie des données est quand même censé détruire les données qui ne servent plus à rien, normalement. N'oublions bien entendu pas l'aspect sauvegarde, qui rentre en compte en général sur le stockage primaire. Vos données, bien entendu, vous voulez les sauvegarder, vous voulez être protégé de quelconque attaque, de quelconque erreur. Nous allons maintenant passer en revue chacune de ces étapes, ou chacune de ces phases. On verra après chacune de ces phases de quoi il s'agit, quels sont les risques et quelles sont les potentielles manières de régler ou de mitiger ces risques. Commençons par la création des données. Alors, les données peuvent provenir de plusieurs sources, que ce soit de l'extérieur de l'entreprise ou de l'intérieur. L'intérieur, par exemple, vous écrivez un document, vous faites un fichier Excel,
vous sauvegardez, voilà, c'est une donnée qui a été créée à l'intérieur de votre entreprise. Ces données peuvent être, bien entendu, temporaires ou inutiles, à vous de voir si vous voulez les stocker ou pas. Pour chacune de ces données, il est important de pouvoir définir une stratégie de gestion de ces données. Pourquoi? Parce que cette stratégie de gestion détermine au final quel type de données doivent être utilisées dans l'entreprise, quel est le format de ces données, comment on doit les utiliser. On définit aussi la sensibilité de la donnée. Est-ce qu'une donnée est confidentielle? Est-ce qu'elle est interne à l'entreprise? Est-ce que c'est une donnée qu'on peut mettre dans le public? Tous ces critères-là vous permettront de définir comment traiter la donnée. Donc au final, tout ce qui est, on va dire, la gouvernance des données, ça peut être un document, ça peut être des règles internes à la société. Ce règlement, cette gouvernance, décidera au final du sort de vos données et de comment elles sont sauvegardées, de comment elles sont répliquées, par exemple. Important, la stratégie s'applique dès réception de la donnée. On ne va pas commencer à appliquer une stratégie sur la donnée après qu'elle soit longtemps dans l'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'appliquer une règle dès le début. Bien entendu, une donnée peut changer de règle. Une donnée qui est publique peut tout à coup devenir privée ou confidentielle, bien entendu. Mais il est important qu'à chaque donnée, chaque type de donnée, une petite étiquette soit attachée pour dire, voilà, ça c'est une donnée privée, c'est une donnée confidentielle, c'est une donnée qui n'est pas importante. Lors de la création de vos données, il y a plusieurs risques qui peuvent apparaître. Premièrement, vous pourriez par erreur ingérer, on va dire, un virus en provenance extérieure. Ça, on le voit régulièrement, les virus qui rentrent dans l'entreprise, pas via un mail, via une clé USB. Malheureusement, ça arrive et il faut s'en protéger. On peut avoir un exemple de données malveillantes ou qui sont mal formées. Vous avez un formulaire web que vous remplissez, vous vous débrouillez pour le remplir de manière à faire crasher la base de données qui se trouve derrière, par exemple, à faire crasher le service web. C'est une donnée qui est malveillante, ça peut être volontaire ou involontaire, mais c'est un risque. C'est un risque pour votre business, c'est un risque pour l'image que vous donnez à votre entreprise. Les données, quand elles arrivent dans votre entreprise, elles peuvent aussi être interceptées, elles peuvent être corrompues, voire modifiées de manière malveillante. On peut aussi avoir des données qui sont volées pendant le transit de l'entreprise. Donc tout ça, c'est des risques qu'on peut avoir lors de la création de la donnée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se protéger de tous ces risques? Alors, il n'y a pas de solution miracle, il n'y en a pas 36 000, et on n'est jamais sûr à 100% qu'on protège toutes les données, mais au moins, ça vaut la peine de faire l'effort, de faire la première étape de protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Protection à dire périphérique, des antivirus, anti-malware, des firewalls, des web application filters. Tout ça, c'est des technologies qui vous permettront de sécuriser en partie votre infrastructure interne et vos données. On peut aussi analyser les données quand elles rentrent dans votre entreprise pour les nettoyer, les rendre consommables par l'entreprise et surtout les épurer de tout ce qui n'a rien à faire dans l'entreprise. Et bien entendu, pour éviter le vol des données, l'interception et l'éventuelle corruption des données, on pensera au chiffrement et à la signature. Donc, on arrive dans le domaine de la cryptographie. On voudra chiffrer toutes les communications, HTTPS par exemple, ou autres modules SSL. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut intercepter vraiment le plus tôt possible les données mal formées ou malveillantes. L'idée, c'est vraiment d'éviter qu'elles arrivent sur vos supports de données en entreprise. Autre point important, alors on le fait, je ne dis pas qu'on ne le fait jamais, mais c'est toujours un point en plus. Il faut implémenter le chiffrement de vos données avec signature digitale dès le début. Comme ça, vous avez toujours une chaîne de confiance dans vos données. C'est clair que si vous commencez à faire le chiffrement ou à faire des signatures numériques, une fois que la donnée est déjà dans votre entreprise, vous n'avez pas forcément la garantie que vos données n'aient pas été modifiées pendant le transit. Donc, l'idée, c'est vraiment de le faire dès le départ et de continuer de toujours avoir le chiffrement et la signature des données le plus possible, même pendant le cycle de vie de vos données en entreprise. Vos données sont arrivées à l'entreprise, on les stocke où? Bon, alors on les stockera dans ce qu'on appellera le stockage primaire. Les données sont stockées sur des disques locaux, du NAS, du SAN, enfin, des solutions Software Defined Storage, enfin, peu importe où elles sont stockées. Elles pourraient très bien aussi être stockées dans le cloud, hein. Il n'y a pas de distinction, la problématique reste la même. En général, ce sera un support qui est rapide, avec faible latence, tout ça en prévision du traitement des données, pour les utilisateurs qui vont ouvrir des fichiers, pour les
tous les batchs automatiques qui se feraient pendant la nuit pour le traitement. Il est important que, voilà, que le stockage primaire soit rapide. On intégrera de préférence une forme ou une autre de redondance ou de recopie de fichiers ou de sécurisation des données, sans rentrer dans le détail. Le stockage primaire devrait s'assurer que les données ne sont pas altérées, ou du moins garder la trace des éventuelles altérations qui sont faites aux données, c'est des altérations volontaires. Il est intéressant d'avoir une espèce d'audit de vos données au fur et à mesure de la vie des données dans l'entreprise. Bien entendu, ne pas négliger tout ce qui est localisation géographique de vos données, surtout pour ce qui concerne le stockage en cloud. Pourquoi? Tout simplement, certaines législations vous empêcheraient de stocker des données confidentielles en dehors du pays, par exemple. C'est une des réflexions à se faire. Donc le cloud, oui, c'est une bonne idée. Attention, où sont stockées vos données? Maintenant, petite question pour vous. Stockage primaire, quels sont les risques potentiels qu'on pourrait avoir? Pas d'idée? C'est les risques vraiment traditionnels. Il ne faut pas les chercher trop loin. Virus, ransomware, crypto-hacker, ça met en danger vos données, bien entendu. Destruction volontaire, employé pas content, qui a été licencié, qui se décide, bon, tout à coup, bah, je vais effacer les données de l'entreprise, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Ça peut arriver, ça s'est déjà vu. Désastre naturel, vous avez votre salle serveur qui est inondée, qui a pris feu. C'est un risque pour vos données, bien entendu. Et dernier risque, enfin, je dis dernier, mais il y en a encore plein d'autres, bien entendu. Un autre dernier risque sur la liste, bah, le vol des données. Espionnage industriel, ça compte aussi. Comment se protéger de tout ça? Antivirus, anti-malware, ça c'est solution traditionnelle usuelle. Garder à jour vos infrastructures, ça c'est important. Je pousse vraiment à le faire. Des snapshots de vos données. Il y a plusieurs technologies qui existent, snapshot en lecture seule, snapshot, enfin, diverses solutions pour avoir des copies régulières, pour pouvoir revenir en arrière en cas de crypto-locker, par exemple. Réplication sur un site distant, pour notamment éviter la problématique des désastres naturels. Avec des réplications synchrones, asynchrones, enfin, tout dépend de la taille de votre portefeuille au final et de vos besoins de l'entreprise. Il n'y a pas que la taille du portefeuille qui compte. Donc, si ça se trouve, pour les données que vous avez, une simple recopie journalière par un robocopie ou une solution de ce genre peut être amplement suffisante. Hein. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement toujours mettre la réplication synchrone qui coûte très cher. Ce n'est pas l'idée. Autre point, bah, restriction des accès, avec ce qu'on pourrait avoir le principe du least privilege access, c'est-à-dire donner que les accès minimum aux personnes concernées. Pas besoin que le développeur ait accès aux données comptables de la boîte. A priori, ça ne lui sert à rien. Tout comme le comptable n'a pas besoin d'accéder au code source de votre application que vous développez. Ça n'a aucun intérêt. Mais si vous laissez tout ouvert, forcément, le risque de fuite, le risque de destruction involontaire ou volontaire existe. Donc, protégez vos données, mettez les droits d'accès. Et tous ces droits d'accès seront définis comment? Via la gouvernance de vos données, via les politiques de gouvernance. Autre solution, enfin autre possibilité, c'est de mettre l'audit sur les accès à vos données. C'est important de garder une trace, de se dire qui a accédé à quoi, qui a fait quoi. Selon votre business, selon le type de données que vous traitez, ça peut être intéressant de garder une trace d'audit. On arrive maintenant à la phase de traitement des données. Alors c'est la phase au final la plus simple, on n'a pas grand-chose à dire. Les données à traiter sont accédées sur le stockage primaire, selon les règles qui sont définies dans la politique de gestion des données. Alors là, quand je parle de traitement, je parle vraiment de traitement au sens large du terme. Ça peut être traitement, une retouche d'image, ça peut être traitement, une personne ouvre un fichier Excel qu'un collègue a créé. Voilà, c'est vraiment traitement, il ne faut pas chercher un traitement spécifique. Normalement, si vous avez défini vos règles d'accès à vos données et vos politiques d'accès correctement, il n'y a pas de risque. Dans le sens, les données sont catégorisées correctement. On sait que l'application X doit accéder à la donnée Y et rien d'autre. Là, tout va bien. Donc, a priori, il ne peut pas y avoir trop de risques là-dessus. Le traitement peut être fait, bien entendu, localement, on-premise. Ça peut être fait aussi dans le cloud. Donc, peu importe où se fait le traitement, la problématique reste la même. Et une fois que la donnée est traitée, une fois que vous avez peut-être des données brutes, vous avez traité, vous avez des données à stocker, bah, ça retourne sur le stockage primaire avec des nouvelles règles selon le type de données qui est généré.
Lors du traitement de données, bon, au final, il n'y a pas énormément de risques. Par contre, si on commence à faire du traitement sur l'extérieur, dans le cloud, bah, par une fuite de données, bien entendu. Donc là, de nouveau, chiffrement des données, ainsi de suite, important. Des données peuvent être corrompues. Un bug dans votre application, un bug dans le logiciel qui est censé traiter les données. Vous perdez vos données brutes, vos données que vous avez reçues de l'extérieur. Dommage. Donc les bugs, ça arrive, hein. Donc il faut s'en prémunir. Et dernier risque potentiel, c'est que voilà, vous traitez vos données, vous avez mal défini les règles d'accès aux résultats, et vous donnez accès aux résultats à des personnes qui ne devraient pas en avoir accès. Ça peut arriver. Donc pour cela, ben, comment se protéger? Ben, déjà, chiffrement et signature des données si on fait un traitement vers l'extérieur, contrôle des règles d'accès sur vos données, et vous assurer que voilà, les données générées sont catégorisées dans la bonne case, on va dire, avec les bonnes règles de rétention et les bonnes règles d'accès. On arrive maintenant à la partie qui est assez importante, c'est sauvegarde des données. C'est ce que tout le monde vous dira, sauvegarder vos données. Alors oui, on peut sauvegarder les données, mais on ne va pas le faire n'importe comment. Bien entendu, c'est une étape qui est vraiment primordiale sur le cycle de vie des données. Si vous avez des données que vous ne sauvegardez pas, vous pouvez considérer qu'à un moment donné, elles vont disparaître, seront cryptoloquées, seront volées, seront effacées par mégarde ou volontairement. Donc, sauvegarde, important à faire. Bien entendu, la sauvegarde, ça vous permet aussi de revenir en arrière sur une version précédente. On n'est pas à l'abri d'une erreur humaine, on s'est trompé, on a effacé le fichier par erreur. C'est toujours bien de pouvoir le récupérer. La sauvegarde peut prendre plusieurs formes au final, hein. Ça peut être une simple copie de fichier sur un autre support. Petite entreprise n'a pas besoin d'une grosse solution de backup. Elle a juste un disque USB qu'elle branche sur un serveur une fois par jour, fait la copie, elle reprend le disque, elle l'amène à la banque. Ça peut exister, ça c'est pas un problème. Si tout le monde est d'accord, si l'entreprise est d'accord de prendre ce risque-là et que ça convient, ou bien on peut avoir des solutions complètes de sauvegarde, rétention des médias, gestion des copies, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs niveaux de backup possibles, plusieurs niveaux de complexité possibles. Bien entendu, certaines applications nécessitent des sauvegardes un peu particulières, ce n'est pas de la simple copie de fichiers, base de données, serveur de mail, ce genre de choses, il faut les sauvegarder de manière un peu spécifique. Je disais avant, il ne faut pas sauvegarder n'importe comment. Alors oui, effectivement, il faut se poser des questions avant de sauvegarder. Pas juste dire je copie bêtement. Les 4 questions fondamentales, c'est quoi, quand, où et quelle est la durée de vie de la sauvegarde. Alors le quoi, ben, c'est simple, qu'est-ce que je dois sauvegarder? Quelles données doivent être sauvegardées et quelles données ne doivent pas être sauvegardées? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire des choix. On n'est pas obligé de tout sauvegarder de manière indiscriminée. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'on sauvegarde que la donnée? Est-ce qu'on sauvegarde aussi la machine virtuelle qui utilise ces données? Il y a plein de questions à se poser de ce genre-là. L'autre question à se poser, c'est quand? À quel moment de la journée est-ce qu'on va sauvegarder une donnée? En général, voilà, vous avez peut-être un traitement pendant la nuit, donc ça vaut peut-être la peine de faire la sauvegarde juste après le traitement, donc en début de matinée. Ou peut-être l'essentiel du mouvement de données se fait pendant la journée, donc du coup on sauvegardera plutôt le soir. C'est tout ce genre de questions à se poser, qui est vraiment spécifique à chaque entreprise et à chaque business. Autre question à se poser, où sauvegarder les données? Sur un disque magnétique, enfin sur un disque, sur une bande magnétique, dans le cloud, d'autres supports éventuels, c'est des questions à se poser. Et finalement, durée de vie de la sauvegarde, combien de temps conserve les sauvegardes, combien de versions de chaque fichier je souhaite sauvegarder ou je souhaite conserver. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser en fonction de vos données, en fonction de la sensibilité de vos données. Tous ces éléments-là, au final, ça génère ce qu'on appellera une politique de sauvegarde. Alors là, on verra que même sauvegarder comporte des risques. Quels sont les risques qu'on peut avoir lors de la sauvegarde? Corruption et destruction d'un média de sauvegarde. Vous sauvegardez sur une bande magnétique. La bande magnétique, à un moment donné, à force de lire et d'écrire dessus, elle risque d'être illisible ou elle peut se casser. Ça peut arriver. Autre risque, les sauvegardes sont incomplètes. Vous avez mis en place une politique de sauvegarde cette année, puis 10 ans plus tard, vous gardez toujours la même politique de sauvegarde, mais entre-temps, vous avez rajouté des serveurs, vous avez rajouté du stockage, vous avez rajouté des données que vous avez oublié de sauvegarder. Donc, sauvegarde incomplète, c'est un risque de la sauvegarde, quelque part. Vos médias peuvent être volés. Vous avez une bande magnétique qui peut être volée. Du coup, on pourrait avoir potentiellement accès aux données de l'entreprise. On pourrait perdre un catalogue des sauvegardes, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de risques, même dans la sauvegarde, qu'il est important de mentionner, qu'il est important de considérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des copies des médias pour avoir toujours 2 copies de vos sauvegardes.
Ça vous prémunit contre la destruction de vos médias de sauvegarde, par exemple. On peut chiffrer les médias pour éviter, enfin, pas pour éviter le vol, mais du moins pour rendre un vol inutile. On peut aussi vérifier de manière régulière les sauvegardes. Très important, bien entendu. Il est important d'effectuer régulièrement des tests de restauration, parce qu'une sauvegarde qui n'est pas testée ou qui n'est pas restaurable, ben, au final, ça ne vous sert à rien, mis à part prendre la place dans votre salle serveur et vous donner un faux sentiment de sécurité, ce qu'on voudrait éviter. Et bien entendu, confirmer régulièrement les plans de sauvegarde avec les utilisateurs. Pourquoi? Ben parce que les utilisateurs peuvent créer des nouveaux répertoires, des nouvelles choses, des nouveaux serveurs sans que vous soyez au courant. Et l'utilisateur pourrait se dire, ah ben c'est bon, tout est sauvegardé. Au fait, non. Donc on arrive vraiment dans le cas de la sauvegarde incomplète. Passons à la prochaine phase, partage des données. Vous avez traité vos données, elles sont stockées. Maintenant, vous souhaiterez que d'autres gens puissent y accéder. Alors les données, ben, comment est-ce qu'elles peuvent être partagées? Sur un partage réseau, par email, par un site de partage, en ligne, genre Dropbox par exemple, sur une clé USB, sur une photo d'un écran, ça c'est déjà vu, partager des données avec une photo d'écran. L'impression papier, vous avez généré un document, vos résultats annuels, vous imprimez sur papier, vous partagez. C'est aussi à considérer comme un partage de données de l'entreprise. Ou bien une plateforme de fichiers interne à l'entreprise. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Mais voilà, de nouveau, la donnée que vous partagez, il faut définir comment vous la partagez. Quelles sont les règles pour le partage? Qui doit avoir accès à ces partages et comment? Quelles données doivent être partagées? On a constaté que la phase de partage des données, au final, c'est la phase où il y a le plus de risques de fuite de données. Parce que vous avez une donnée traitée, une donnée finale, qui peut facilement être distribuée à l'extérieur de l'entreprise, volontairement, involontairement. Donc, il est vraiment important qu'on définisse des règles qui soient cohérentes et qui n'entravent pas le travail afin que le partage soit simple, qu'il soit clair, quelles données peuvent être partagées, quelles ne doivent pas être partagées et avec qui. Alors, bien entendu, le partage de données, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose vraiment à risque, c'est une étape à risque pour la fuite des données. Des fois, ce n'est pas volontaire. Hein. Des fois, ça arrive qu'on attache le mauvais fichier à un mail et qu'on envoie à la mauvaise personne. Ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas tout de suite dire que forcément, c'est volontaire une fuite de données. L'effacement de données, ça peut être accidentel. Lors du partage des données, tout le monde a accès. On appuie sur Delete, le fichier disparaît. Ça arrive aussi. Corruption des données, modification des données avant le partage pour diffuser des fausses informations, par exemple. Et bien entendu, si on partage des données, c'est-à-dire qu'il y a un transfert. C'est quelque chose qui potentiellement peut sortir de l'entreprise, du coup, données qui peut être volées, interceptées pendant le transfert. De nouveau, là, les règles, enfin les moyens de protection et de prévention sont assez simples au final. C'est définir toujours les règles d'accès aux données. C'est comme pour le stockage primaire. Les accès aux données que vous partagez, vous définissez exactement les règles. C'est l'entreprise qui est censée définir les règles d'accès, qui définira quelles données doivent être accédées par qui, quelles données doivent être partagées par qui plutôt. Vous pouvez mettre en place l'audit des accès. C'est toujours utile, surtout si vous allez être audité. C'est une entreprise qui est auditée par des auditeurs, forcément. Chiffrer les communications. Ça, dès qu'on parle de communication, forcément, il faut les chiffrer. J'en reviens à la phase de création des données, où vous avez exprimé le fait qu'il faut chiffrer de bout en bout et commencer dès la création des données. Alors même pendant le partage, chiffrer les données, utiliser des signatures digitales pour vous assurer que les données n'ont pas été modifiées en cours de route. Autre chose qui est possible de faire, c'est mettre en place une plateforme de partage de fichiers propre à l'entreprise. Parce que juste dire utiliser une plateforme comme Dropbox pour partager les données, c'est peut-être pas forcément très très sécurisé. Si vous gérez vous-même votre plateforme de partage, vous avez peut-être un peu plus de contrôle sur ce que vous partagez, comment et à qui. Important, si on met une plateforme d'échange de fichiers, c'est quelque chose qui va être simple à utiliser, qui doit être adapté aux données que vous voulez partager. Parce que pas toutes les plateformes permettent de partager tous les types de données. Et surtout, comme j'ai dit plusieurs fois, ça revient beaucoup, mais c'est vraiment un concept important, c'est de définir les règles de partage pour chaque type de fichier. Et quand on parle de type, c'est vraiment pour chaque catégorie de fichiers dans l'entreprise. Normalement, comme je l'ai dit avant, ces règles sont définies dans la politique ou dans la gouvernance d'entreprise. Une fois que la donnée
a été traitée, partagée, il se passe des années, des semaines ou des décennies, on va commencer à vouloir archiver les données. Ça répond déjà à la problématique du stockage sur le long terme et aussi à l'explosion du volume de données. On stocke de plus en plus de données, c'est-à-dire qu'on va acheter de plus en plus de disques. À un moment donné, on aimerait les stocker peut-être sur autre chose. Ça ne sert à rien de stocker vos données qui sont vieilles de 10 ans, que vous n'avez plus besoin dans l'immédiat. Ça ne sert à rien de les stocker sur des systèmes flash, par exemple, ou sur des SSD. Ce serait dommage. Donc là, on parlera, on va dire, d'archivage traditionnel, où on déplacera les données sur des supports qui sont moins chers, qui sont peut-être plus résistants à la durée, au temps. Idéalement, on aimerait donner un accès transparent à ces données, c'est-à-dire les données qui sont archivées, on aimerait pouvoir y accéder comme si c'était des données primaires, même si c'est un peu plus lent. Maintenant, se pose la question de quelles données déplacer. De nouveau, il n'y a pas de recette miracle. Tout dépend de votre entreprise, tout dépend de comment vous utilisez vos données. Mais en général, on déplacera des données qu'on appellera froides, qui sont moins souvent utilisées. On déplacera des données qui sont déjà traitées, peut-être des résultats ou des données brutes. Vous n'avez peut-être plus besoin de les garder, mais vous pouvez quand même les conserver au cas où. Vous pouvez les bouger sur l'archivage. Et finalement, des données qui vont être conservées vraiment sur très long terme et qu'on doit conserver et qui sont rarement accédées. Donc tout ça, c'est des candidats potentiels à de l'archivage. Où est-ce qu'on peut les déplacer? Sur des disques plus longs, par exemple, sur des bandes magnétiques. Il y a beaucoup de solutions d'archivage qui existent. On peut même les archiver dans le cloud au final, hein, c'est possible. Autre type d'archivage, on parlera plutôt là d'archivage légal, d'archivage à valeur probante. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport à l'archivage traditionnel? Alors là, c'est plutôt dans le cadre de documents que votre entreprise pourrait générer, des factures, des documents internes qu'on souhaite archiver de manière légale, parce qu'il y a une loi qui vous impose de les garder pendant X années. Donc, le système d'archivage, forcément, doit vous garantir l'immutabilité des données. Pour stocker une facture, pour pouvoir après la modifier juste avant l'audit, c'est peut-être pas forcément idéal. Donc, on essaiera vraiment d'avoir un système d'archivage qui empêche ces modifications. Le système d'archivage doit aussi pouvoir éventuellement donner une date d'expiration aux données. De mots, c'est toujours dans le traitement des données qui sont vieilles, qu'on n'a plus forcément besoin. Il serait intéressant de pouvoir les faire expirer pour les enlever de l'archive, parce qu'on n'a plus besoin. Au final, l'archivage légal peut s'intégrer dans l'archivage traditionnel. Donc, on peut très bien se dire que l'archivage légal peut se faire sur des bandes magnétiques, par exemple, et peut être géré soit par du logiciel spécifique, soit éventuellement par votre système de GED, votre gestion électronique de documents. Ces systèmes-là permettent de garantir, du moins du point de vue utilisateur, un archivage légal, donc une expiration, ainsi de suite. Ce qui ne protège pas les données sous-jacentes, c'est-à-dire que rien n'empêche de se connecter sur le serveur lui-même et d'effacer la donnée. Mais au moins, vous avez déjà une première couche de protection vis-à-vis de l'utilisateur. Quand vous archivez vos données, forcément, il y a des risques, mais ils sont essentiellement les mêmes que sur le stockage primaire. Avec en plus, éventuellement, la destruction des médias si vous sauvegardez sur des bandes magnétiques. Donc, du coup, les moyens de protection de l'archivage sont essentiellement les mêmes que le stockage primaire, avec en plus, un peu comme la sauvegarde au final, faire des copies des médias pour vous assurer que vous avez toujours 2 copies de vos données archivées. Donc, bien entendu, l'archivage qu'on appellera transparent, c'est-à-dire vous avez accès à vos données archivées de manière traditionnelle, comme si c'était sur du stockage rapide, normal. Bien entendu, elle va soumis aux mêmes problématiques. Vous pouvez faire un delete sur un fichier de stockage primaire comme vous pouvez le faire sur votre archivage, ça reviendra au même, vous avez perdu le fichier. Le système d'archivage ne vous protégera pas forcément de ce genre d'erreur, sauf si on parle d'archivage légal, où là, normalement, il est censé avoir une protection. Potentiellement, un archivage non transparent peut être plus sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une interface spécifique pour accéder aux données qui sont archivées. Elles ne sont pas directement accessibles sur votre stockage. C'est une petite sécurité en plus, mais ce n'est pas non plus la sécurité ultime. Dans tous les cas, les mêmes précautions doivent être prises sur l'archivage que sur du stockage principal. Les points sur lesquels j'insiste beaucoup, l'archivage ne remplace pas les sauvegardes. Ce n'est pas parce que votre archive se trouve sur une bande magnétique qu'on peut considérer ça comme une sauvegarde. Une donnée archivée a la même sensibilité qu'une donnée sur stockage primaire. Si vous effacez de l'archive, vous perdez votre donnée et elle n'est sauvegardée nulle part. Donc, voilà, très important de ne pas oublier cet aspect-là. On arrive à la fin du cycle de vie de la donnée, la destruction de la donnée. À un moment donné, une donnée n'est plus utile, finit son
son temps utile, on devrait les effacer. Je dis bien devrait parce que souvent on a tendance à accumuler, que ce soit en entreprise ou même dans le privé, on a tendance à accumuler. Hein. Je pense que c'est propre à l'être humain. Maintenant, quand est-ce qu'on peut dire qu'une donnée est en fin de vie? Alors là, de nouveau, il n'y a pas de règle spécifique. La définition de la fin de vie d'une donnée, c'est une version obsolète, une version erronée d'une donnée. Ça peut être une donnée qui est plus utile parce qu'elle a déjà été traitée. Et vraiment, là, c'est complètement ouvert. Au fait, c'est la gouvernance d'entreprise qui devrait définir, qui devrait décider quelle donnée est en fin de vie et doit être effacée, comment elle doit être effacée et quand elle doit être effacée. Notamment en tenant compte des contraintes internes et des contraintes légales. L'exemple que j'ai fait avant, une facture que vous avez émise, vous avez stocké votre fichier PDF dans votre système, vous êtes censé quand même la garder quelques années, vous ne pouvez pas l'effacer n'importe quand. La destruction progressive des données, forcément, ça vous facilitera la vie. Plutôt que de vous faire du ménage une fois tous les 10 ans, si vous le faites régulièrement, éventuellement de manière automatisée, ce sera plus simple. Et surtout, ça vous simplifiera la recherche d'informations. Je pense que vous êtes tous tombés dans le cas où vous cherchez un document stocké quelque part sur le serveur d'entreprise, vous ne le trouvez pas parce qu'il est inondé sous des gigaoctets, des téraoctets de données, de documents qui ne servent plus à rien, qui sont plus utiles, qui sont obsolètes, qui sont faux. Donc vraiment, la phase de destruction n'est pas à négliger. Même si forcément, ça fait toujours peur de se dire « Ah, je vais effacer les fichiers de l'entreprise. » Oui, mais s'ils sont plus utiles, autant les effacer. Même la destruction comporte des risques. C'est terrible. Vous pourrez effacer de manière involontaire des données. Vous pouvez les détruire par erreur. Sélectionner le répertoire de trucs qu'il ne fallait pas effacer. Voilà. Même dans le processus de destruction, il y a des risques. L'autre risque, c'est que quelqu'un puisse récupérer les données que vous avez effacées pour faire du vol de données au final. Comment se protéger de tout ça? En faisant des sauvegardes, bien entendu, en faisant la destruction physique du média. Une fois que vous avez brûlé votre disque dur, forcément, il n'y a plus personne qui récupérera les données dessus. Et mettre en place des processus d'effacement sécurisés. Donc, tout ça, c'est quelques exemples de moyens de protection contre les risques pendant la phase de destruction des données. Attention, une donnée détruite peut redevenir active. Parce que si elle se trouve encore sur la sauvegarde et vous décidez de la récupérer, la donnée redevient active. Donc, lorsque dans votre gouvernance d'entreprise, vous dites un fichier va être effacé après 10 ans, n'oubliez pas d'effacer aussi le fichier qui est dans les sauvegardes, dans les archives, ainsi de suite. Ce n'est pas uniquement la donnée sur stockage primaire à effacer. D'où, de nouveau, l'importance d'avoir une gouvernance de données qui soit claire, nette. Comme ça, vous savez exactement où chercher les données à effacer, comment les effacer. Pour résumer, les données sont partout, ça, pas de miracle. Elles sont sous toutes les formes, elles viennent d'énormément de sources différentes, et ces sources sont plus ou moins fiables. Exemple typique, données mal formées passées à l'entreprise. Les données ont une valeur énorme. La valeur des données peut avoir dépassé la valeur même de l'entreprise, tellement elles sont importantes et sont nécessaires à la vie et à la survie de l'entreprise. Les données ont aussi une durée de vie plus ou moins longue, tout dépend de ce que vous en faites, de comment vous les classifiez. Elles peuvent transiter sur plusieurs types de stockage. Ça peut aller sur des disques, sur des bandes magnétiques, sur d'autres types de stockage. Ça peut même passer sur du papier, sur les clés USB. La politique du cycle de vie des données doit être définie au niveau de l'entreprise et doit s'appliquer à toutes les données pour régir leur existence au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque donnée qui rentre dans l'entreprise, chaque donnée qui est générée, devrait avoir sa petite étiquette pour dire, voilà, cette donnée doit être traitée de cette manière-là, doit être sauvegardée pendant tant de temps, doit être archivée, doit être détruite après 20 ans, et ainsi de suite. Alors, c'est du travail, hein, c'est pas forcément quelque chose de tout simple, mais selon l'entreprise et selon le type de données que vous générez, que vous obtenez, il est intéressant de le faire dès le départ. On l'a aussi vu, on a parlé de beaucoup de risques. Donc, à chaque étape du cycle de vie de la donnée, il y a des risques. Il existe, bien entendu, pour chacun de ces risques, des solutions de pérennisation ou de sécurisation des données. Bien entendu, à adapter en fonction vraiment de la sensibilité des données, de la valeur que vous voulez leur donner et au final de l'importance que vous avez, qu'on peut avoir, que les données peuvent avoir. On a beaucoup parlé de gouvernance des données. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit tout de suite se lancer à écrire des documents de 3 pages pour définir
définir comment les données doivent être gouvernées. Surtout qu'il y a des erreurs à éviter. Première erreur, c'est oublier le contexte. Il faut réfléchir, enfin, quand vous faites votre gouvernance de données, réfléchissez en priorité au pourquoi vous mettez en place cette gouvernance. Pourquoi les données doivent être traitées de cette manière-là. Il n'est pas nécessaire au début de dire quoi, quelles données doivent être. L'important vraiment de mettre le contexte de comment la politique est importante dans l'entreprise et surtout embarquer tout le personnel, tous les employés de l'entreprise. Parce que tout le monde est concerné au final. Et après, une fois que vous avez mis en place les grandes lignes, vous pouvez passer sur la phase, on va dire, d'implémentation. Pardon, ça fait qu'il restait 5 minutes. Merci. Merci pour le réveil. Donc, voilà, les détails d'implémentation de votre politique viendront après. Définissez déjà les grandes lignes et après, vous définissez un peu la partie technique. Autre erreur, ignorer le facteur humain. Les pertes de données souvent sont dues à des erreurs humaines. C'est inévitable. Donc, ne négligez pas la sauvegarde. Ça vous sauvera pendant des erreurs humaines. Mais de manière générale, l'humain, c'est peut-être le maillon le plus faible dans toute la chaîne ou tout le cycle de vie de la donnée. Autre erreur, grosse erreur même, considérer que toutes les données sont identiques. Alors non, clairement pas. Chaque type de données a sa propre utilité, sa manière d'être utilisée au sein de l'entreprise, ce qui veut dire que voilà, vous ne devez pas forcément mettre les mêmes politiques de sauvegarde, les mêmes politiques de rétention, les mêmes politiques d'archivage pour toutes les données. Au final, peut-être un document de comptabilité peut être plus important qu'un fichier de Scratch qui traîne dans un coin. Il n'y a pas besoin d'être sauvegardé. Donc, pensez-y. Parce que voilà, si vous vous dites que toutes les données sont identiques, forcément, votre stockage il va exploser. Parce que vous aurez tout stocké au même endroit, avec les mêmes règles, ce qui n'est pas forcément le but. Et dernière erreur à ne pas faire, c'est considérer qu'une donnée détruite l'est de manière définitive. On l'a vu que des données peuvent refaire surface via des restaurations, par exemple. Donc, une donnée détruite n'est pas forcément détruite pour toujours. Dernière slide, je vous promets. Les questions à se poser. Quand vous voulez commencer à parler de cycle de vie des données, vous devez vous poser quelques questions. D'où viennent vos données? Sous quelle forme? Comment est-ce que ces données sont utilisées au sein de votre entreprise? Quel est le degré de sensibilité? C'est une donnée privée, une donnée confidentielle, publique, ainsi de suite. Quelle est l'importance de la donnée sur le court terme, le long terme, sur le moyen terme? Tout ceci définira où vous allez stocker, comment vous allez les stocker. Et finalement, quel est l'endroit de stockage le plus adapté pour vos données à un moment donné, du cycle de vie de la donnée? Ça fait beaucoup de données dans une phrase. Alors bien entendu, il n'existe pas de solution clé en main. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans un livre, dire bah, gérez vos données comme ci, comme ci, comme ça. Ça n'existe pas. Chaque situation est différente, chaque entreprise est différente, donc l'analyse doit être faite vraiment de manière individuelle, de manière personnalisée. Il peut y avoir bien entendu des considérations d'ordre financier. Pas toutes les entreprises peuvent se permettre réplication sur 3 sites, sauvegarde sur 3 sites aussi, et ainsi de suite. Les plus petites entreprises, ou peut-être une petite sauvegarde toute simple peut être amplement suffisante, ça répond aux contraintes légales, ça répond aux besoins effectifs de l'entreprise. Donc à réfléchir. Autre question à se poser, quelle est la valeur et l'importance des données pour mon entreprise? Alors, de nouveau, faire la distinction entre les différents types de données. Et finalement, est-ce que la perte, la compromission de mes données, quel est le risque? Est-ce que ce fait risque de me coûter plus cher que les solutions de protection ou de pérennisation de mes données? Il faut aussi se dire qu'au final, si je perds des données, ce n'est pas si grave, je peux les régénérer. Mais ce n'est peut-être pas applicable à toutes les entreprises. Donc, toutes ces questions, je vous invite à vous les poser quand vous commencerez à faire votre plan de gouvernance de vos données dans l'entreprise, ce qui peut être plus ou moins complexe, bien entendu. C'est vraiment, comme j'ai indiqué là, c'est vraiment faire de manière personnalisée, de manière individuelle. Ce n'est pas de solution miracle, pas de règles applicables à tout le monde, comme ça. Voilà, donc moi j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, j'ai été très sensible à cette présentation parce que mon métier consiste en fait à accompagner les entreprises à se faire certifier ISO 27001. Donc en fait, l'ensemble de votre présentation, le 100%,
est traité par cette norme et qui s'adapte tant à des entreprises, à des startups de 2 personnes qu'à des multinationales comme Azure, par exemple, qui est certifié 27001. Et bien entendu, ça prend en compte, comme vous avez dit, les moyens de l'entreprise. Et ça permet de cartographier toutes les données. Il y a les questions de sauvegarde, la sécurité des ressources humaines. Et ma question finalement, c'est que, étant donné que toute votre présentation était axée dessus, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné cette norme ou est-ce que, voilà, quelle en est la raison? Alors, c'est une bonne remarque, effectivement. Donc, alors, je n'ai pas forcément mentionné la norme ISO 27001, déjà parce que je ne savais pas que c'était celle-là, déjà. C'est une vision un peu globale, alors je ne suis pas forcément, c'est pas calqué donc sur l'ISO 27001 ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas vraiment d'autres explications, mais c'est vrai qu'après, dans les clients qu'on voit au sein de Groupe Télégie, par exemple, il y en a relativement peu qui souhaitent faire la processus de certification complet à cause des potentielles contraintes que ça amène. Donc voilà, je sens que vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais... Parce qu'on n'est pas obligé de se certifier, on peut juste suivre Alors justement, on n'est pas obligé de se certifier, on peut suivre le framework qui a été délivré par ISO. Et comme je disais, le 100% de ce que vous avez présenté est exactement dans cette norme. Donc, c'est à peu près une solution clé en main pour la gouvernance de la sécurité de l'information. Effectivement. Par contre, ça demande quand même le travail de classifier les données et tout. Donc, c'est clé en main dans le sens, le framework est là. Par contre, comment dire, il faut l'appliquer de manière spécifique à chaque entreprise. Oui, alors de toute façon, s'il faut faire le travail, si on veut le faire, on va dire, de la manière la plus efficiente, je pense qu'il y a déjà un framework qui existe. Oui, alors l'idée, c'était pas non plus de définir un nouveau framework, là, on est bien d'accord. C'est pas, j'ai pas cette prétention-là, de loin pas. D'autres questions? Bon, si pas de questions, je te passe la parole, Christian, je pense. Je te passe même la salle.